Salut l'équipe. Le plus dur au basket reste toujours de confirmer. Par exemple, les Knicks confirment saison après saison leur nullité dans la ligue. Bravo les gars. Mais ce n'est pas si simple pour tout le monde de confirmer, surtout quand il faut confirmer de grands espoirs. Les Kings, depuis bien longtemps, attendaient ce début de saison avec un grand sourire. Il faudra juste leur dire que la saison a commencé depuis 10 jours les gars. Pourtant, l'effectif des Kings n'a pas vraiment changé cet été. Quoique quand même, les Kings ont vu arriver leur 10e coach depuis 2006. Même dans une émission de télé-réalité, on ne change pas aussi souvent de partenaire. Et cette politique volage ne marche pas vraiment avec l'ancienne boniche des Lakers. Pour le moment, Luke Walton, c'est 5 défaites en 5 matchs. D'ailleurs, le déguisement le plus effrayant pour Halloween ne serait-il pas de se déguiser en Luke Walton? Comme sur Tinder, Luke Walton semble avoir triché sur sa photo de profil. Lui qui driva les Warriors lors de leur saison à 73 victoires n'a depuis rien fait de bon sur un banc NBA. Tout le monde le sait, tout le monde l'a vu, sauf les Kings. Cette semaine, Magic Johnson a déclaré que Luke Walton n'était pas un coach pour être champion. Moi je dis que Luke Walton n'est pas un coach tout court. Pacers have the ball to open the second quarter. Sabonis. Markkanen. Oh, baby! And that's blocked by Turner. Oh, my! Turner down the lane. Powers it down. Salut l'équipe, on est jeudi et le jeudi c'est le First Day Show, plateau un petit peu inhabituel pour le First Day Show parce que vous le savez c'est la PGW, donc voilà, pour faciliter un petit peu la technique à notre ami Polo et Tom en régie, on est sur ce plateau, ça ne sera qu'une semaine et dès jeudi prochain on retrouvera notre plateau chéri, n'est-ce pas Thomas? Oui tout à fait, mais c'est pas parce qu'on est sur ce plateau qu'on peut pas mettre un peu de jus, un peu de kiffance après ce petit clip dédié au NBA Sundays. Donc dimanche soir il y aura le match entre les Pacers et les Bulls, cher Apollo. Et ça sera la nouvelle, la nouvelle façon d'attaquer cette émission, le First Day Show, avec le clip du dimanche à chaque fois, édito plus clip. On espère en tout cas que ça vous plaira. On vous a dit la semaine dernière que l'équipe de la First Team s'agrandissait avec Adjolala, avec aussi Arthur Sen que vous connaissez et que vous avez déjà vu. Arthur, bienvenue. On officialise ton arrivée dans l'équipe First Team. Bah merci, écoutez, ça me fait très plaisir. Bonjour BG. Ouais, je commence à avoir l'habitude. Alors c'est vrai que la première qualité, c'est qu'on voulait un mec sexy. Et nous l'avons maintenant. Mais Arthur est un homme marié, père de famille, donc mesdemoiselles, voilà. Attends, normalement, comme Clo-Clo, on laisse un fou là-dessus. On est où là? Écoute, moi, Dido, elle m'a appelé, elle veut pas laisser de flou. Apparemment, elle veut pas laisser de flou. Arthur, tu reviens de Los Angeles et on voulait commencer cette émission avec une petite info puisque tu as assisté au match entre les Lakers et les Clippers. Ce match où il y a eu Kawhi Leonard avec ce micro qui a fait et tu as une explication par rapport à ce truc encore très bizarre autour de Kawhi. Ouais, ça fait partie un petit peu des insides du coup là-bas. On s'en est pas forcément rendu compte, j'ai l'impression, ici en France. Mais en fait, lorsqu'il prend le micro et qui fait et qu'après il a une demi-seconde où il sait pas trop, il est sur de l'hésitation, c'est parce qu'en fait il se mange une bronca du Staples Center, parce qu'en fait même si les Clippers, il y a des stars, il y a du renouveau, ça reste quand même Los Angeles, ça reste quand même la ville des Lakers, et le public était complètement violet et doré, donc voilà, c'était assez marrant. Et il y a aussi Tyronn Lue qui s'est mangé une bonne petite bronca, qui est assistant aux Clippers, et qui s'est mangé une bonne petite bronca du public. Bien fait pour lui. Donc voilà, bien fait. Tous ceux qui ont tourné le dos aux Lakers cet été, qui étaient plutôt enviés par les Lakers. Et Paul George aussi, du coup. Qui ne sont pas Paul George aussi, mais un petit peu moins. Le pire, c'était Kawhi Leonard et Tyronn Lue, largement. Pourquoi ça met un petit peu d'eau on aime la rivalité. D'eau à notre débat de la semaine dernière. Allez voir pour le premier First Day Show le débat la semaine dernière autour de cette nouvelle rivalité entre les Clippers et les Lakers. On espère d'ailleurs que cette année, ils vont continuer à se monter dessus. On en a parlé la semaine dernière. Cette semaine, au programme des news, on va parler évidemment de James Harden qui met encore des cartons dans un match. Non, il n'y a pas de prolongation. Non. Match assez incroyable. On va parler d'Anthony Davis aussi, qui a fait une perf déjà historique dans l'histoire des Lakers. Trae Young, malheureusement, qui se blesse. On aura la partie Paris avec Paris 11 Sport. On aura un débat sur les Warriors. C'est quand même un début de saison assez catastrophique. Il y a plein de choses à dire. On aura aussi un focus sur les Minnesota Timberwolves qui, en plus de faire du MMA, jouent plutôt pas mal au basket, à l'image de Karl-Anthony Towns. Et on aura bien sûr, pour terminer, le quiz de Tom Ciaravino, notre ancien stagiaire, que l'on continue à appeler évidemment le stagiaire. Un prochain stagiaire. Moi je dis, tant que t'as pas une meuf officielle, je continue à t'appeler le stagiaire. Comme quoi une meuf change vraiment une vie. Enfin l'amour. L'amour, oui, mais c'est vrai qu'on est du prisme masculin. Tout à fait. Autant pour nous. Donc l'amour. Mais ça marche aussi homme et femme, masculin, Erwan. Et puis. Oui, non mais. Tu m'as mis dans la merde. Bon, écoute, tu m'as mis dans la merde. Tout de suite, c'est les news. Non, merde. 4 seconds, down to 3. Hart steps back, fires, that's the game.
Allez, on commence avec une perf incroyable de notre ami El Barbudo dans un match tout aussi incroyable. Tom, on a vu un James Harden mettre 59 pions, 3 rebonds, 9 assists, sans prolongation. C'est la 19e fois de sa carrière que James Harden marque 50 points ou plus. C'est la 3e fois qu'il marque 55 points. Et à la fin du match, quand on lui a demandé mais quel était son secret, qu'est-ce qu'il avait dans le bide pour faire oui, pas mal, pour faire autant de cartons, il a dit le travail, juste le travail. C'est son match référence cette année, tu m'étonnes. Il avait commencé la saison avec un petit peu de struggle en adresse, Arthur. Un petit peu de struggle en adresse. On sait que James Harden, c'est un joueur qui est hyper talentueux et qui a une base de points minimale, ne serait-ce que par les lancers francs provoqués, sachant qu'il est très adroit, il est aux alentours de 90% depuis plusieurs saisons. 17 sur 18 hier. Ouais. Voilà. Et en fait, il mettait ses lancers francs jusque-là, mais absolument pas d'adresse. Je crois qu'il fait un match où il fait 2 sur 18 à 3 points, donc catastrophique. Et puis ça altère pas sa confiance parce qu'il continue. Et puis je pense qu'on n'avait pas trop de doute sur le fait qu'il allait se réveiller et qu'à partir du moment où il aurait un petit peu d'adresse, tout de suite le nombre de points augmenterait. 59, ça reste quand même un match très offensif. C'est toujours comme ça sur les dernières saisons, les débuts de saison, il y a des cartons offensifs. 159 points, c'est n'importe quoi. C'est clair. Mais au moins, ça a le mérite de le remettre en confiance. Ce qui est dingue dans ce match-là, donc 159 à 158, un match que Houston aurait dû perdre. Washington était à plus 10 à quelques minutes de la fin. Russell Westbrook a été très fort dans la fin de match. Je ne parlerai pas du reste du match. Alléluia. Alléluia, 59 points, 9 passes décisives, tu l'as dit. Il est donc dans le classement des joueurs qui ont inscrit, en volume, le nombre de matchs à plus de 55 points dans leur carrière. Il est donc deuxième ex-aequo. En premier, il a Will Chamberlain, un peu devant, mais maintenant il est ex-aequo avec qui? Avec Kobe et avec Michael Jordan, sachant qu'il lui reste encore beaucoup d'années dans la NBA pour dépasser ces deux monstres du scoring. Scoreur quand même assez incroyable. Tu m'étonnes. Après, il y a un truc, tu vois, c'est les lancers francs. On en parlera aussi pour Anthony Davis derrière. 17 sur 18, évidemment, le pourcentage est exceptionnel. Sur 59 points, c'est pas tant que ça. Il a 18 sur 32 au tir, 6 sur 14 au tir. C'est des standards tout à fait normal. 3 points. C'est à 3 points. 18 sur 32 au tir, 6 sur 14 à 3 points et 17 sur 18 au lancer franc. Tu l'as dit, ça fait partie de son jeu et on a toujours ce débat, c'est moche, les lancers francs. Et encore une fois, on en parlait avec Anthony Davis. Au bout d'un moment, quand tu pénètres et qu'il y a faute au lieu d'un lay-up, c'est normal d'aller sur la ligne. Même si tu le fais à chaque action. Les gars, petite question, 159, 158 dans un match sans prolongation, on kiffe pas? Si ça arrive une fois comme ça, ça va. Voilà, début de saison, on sait que les premières semaines c'est comme ça, mais bon, faut pas que ça se répète. Mais c'est énorme, c'est énorme. Quand j'ai vu le score, je me suis dit, mais attends, il n'y a pas écrit OT, ou au moins, voire 2 OT, parce que normalement, pour aller à autant, ils étaient à 72 points marqués pour chaque équipe à la mi-temps, 72 points. Normalement, en fin de match, on resserre un peu les défenses. Alors là, c'était panier sur panier sur panier, mais c'est un match quand même très agréable à voir si tu kiffes la NBA. Mike D'Antoni a dû passer une bonne nuit. On peut dire aussi que Bradley Beal a mis 46 points. Ouais. À 14 sur 20 au tir. Pas mal. Incroyable. Ouais, mais lui aussi a été struggle terrible depuis le début de la saison au niveau de l'adresse. Autre perf incroyable cette semaine, c'est Anthony Davis. Anthony Davis, Tom, qui rentre déjà dans l'histoire des Lakers. Alors, ça reste statistiquement parlant, mais en tout cas, c'est énorme. Avec un 40-20 en moins de 32 minutes. Tout à fait. En moins de 33 minutes. Alors, on a eu la chance, parce qu'on était ensemble cette soirée-là, on a fait une belle raclette et j'ai pu regarder ce match-là. Là, encore une fois, avec beaucoup de lancers francs. Donc, 26 lancers francs marqués par Anthony Davis. Il devient le premier joueur de l'histoire à faire un 40 et 20 en moins de 30 minutes. À la fin, donc, il joue 30 minutes et 34 secondes, mais il avait déjà son 40 et 20. C'est le premier joueur des Lakers depuis le Shaq à faire un 40 et 20. Enfin bref, il y a plein de stats sur lesquels je reviendrai dans quelques secondes, mais d'abord, on voulait saluer cette performance tout à fait incroyable pour Anthony Davis qui, dans le collectif des Lakers, on pouvait imaginer que ça aille bien. Là, en tout cas, premier statement de la saison. Ouais, clairement, premier statement. Les Lakers ont joué beaucoup plus rapidement, beaucoup plus sur de la transition, et on sait que c'est un jeu qui lui correspond. Après, la marque au rebond est aussi impressionnante. C'est vrai qu'il avait déjà fait des marques à 25 ou plus, je pense, au rebond lorsqu'il était avec les Pelicans. Mais là, en fait, l'équipe, elle se projette tellement vite qu'en fait, il n'y a plus personne au rebond. Il est tellement long, il prend les rebonds, ça part devant, il a mis ses lancers francs, donc tout à fait exceptionnel. Il y a un truc qu'on n'avait pas vu, il y a un truc qu'on avait vu en pré-saison, qu'on avait assez peu vu finalement sur le début de saison, c'est le fameux pick and roll avec LeBron James. Et du coup, on a revu ce pick and roll-là, qui a fait énormément de dégâts aussi. Toi, tu as assisté au premier match des Lakers face aux Clippers, on le disait. Le vomi des Lakers. Et on a vu qu'en attaque, ce pick and roll avait été complètement oublié, ils l'ont remis au goût du jour. Ouais, c'est ça. Le premier match, c'était vraiment catastrophique offensivement. T'as LeBron qui faisait tout ce qu'on n'aime pas lorsqu'on voit LeBron jouer, monter la balle à 2 de tension, et puis après, en fait, il faisait de l'isolation. Ils essayaient de trouver Anthony Davis, pas forcément sur des bons angles, donc déjà, des fois de temps en temps, il perdait la balle, et puis lorsqu'il avait la balle, c'était un contre la défense. En plus, il avait un bon client parce qu'il avait Harrell en défense, et puis voilà, ça a été compliqué. Et là, depuis le deuxième match, ils ont
tout de suite su trouver la solution. Ça va beaucoup plus vite et avec le pick and roll, un peu de mouvement. En fait, rien que ça fait la différence. Bien sûr, bien sûr. Avec des joueurs aussi talentueux, ça fait la différence. Tout à fait. Et ils ont une énorme défense. C'est important à souligner. Les Lakers, franchement, sont très rassurants sur ce début de saison. Il y a encore des choses qui vont pas forcément. Mais quand tu défends et que tu arrives à faire des runs à des moments importants, dans ce match-là, ils sont à égalité à la mi-temps et ils font un run incroyable dans le troisième quart. Ils le font en général à ce moment-là. LeBron est très passeur et ainsi de suite. Très ou trop passeur? Parfois passif. Mais en fait, c'est LeBron, donc parfois ça clique. Et en général, il est sur le terrain quand il y a un écart. Donc, cause à effet direct, on va pas se mentir. On se rappelle que les Lakers avaient recollé, étaient même passés devant face aux Clippers avec LeBron sur le banc. Et quand il était revenu, ils avaient repris un écart. C'est une bonne équipe de basket. Je voulais vous citer les quelques stats là, que NBA Stats a sorti donc, sur ce fameux match à 40 et 30. Donc, il dépasse. 40 et 20. 40 et 20, pardon, oui, 40 et 20. Il dépasse Elgin Baylor donc, sur ce type de stats. Et lui, il avait fait Elgin Baylor en 61, 46 points, 22 rebonds en 33 minutes. Pas mal. Il y a cette stat aussi, c'est le seul joueur à faire donc plus de 40 points, plus de 25 rebonds avec autant de lancers francs depuis Will Chamberlain, le jour des 100 points. En 1962, il avait fait 100 points, 25 rebonds et 28 lancers francs. Match qui ne s'est jamais terminé. Match qui s'est jamais terminé. Et la dernière petite stat, donc, c'est qu'il est le premier à faire, aux Lakers à faire 40 et 20 depuis un certain Shaquille O'Neal en 2003 face à Boston, 48 points et 20 rebonds. Bravo, monsieur Anthony Davis, pour cette performance. Très bien. On parle de grosses perfs. Il y en a un qui fait des grosses perfs depuis le début de saison. Et malheureusement, on ne va pas parler de lui pour ses perfs, mais plutôt pour sa blessure. C'est Trae Young, le meneur des Atlanta Hawks, Arthur, qui fait un super début de saison et qui malheureusement, au bout de 11 minutes de jeu, mercredi soir face au Heat, entorse. Ça n'a pas l'air extrêmement grave. On voit une petite semaine. Mais quand on l'a vu sortir, il n'arrivait quasiment pas à poser le pied. On a eu très peur. Ouais, on a eu peur, surtout qu'on voit les images et on voit que c'est le bout de son pied qui se tord vachement. Et, horrible chaussure. Et du coup, on est plutôt content que ça soit qu'une semaine parce qu'avec le spectacle qu'il envoie depuis le début, c'est super. Alors après, on se pose souvent la question lorsqu'un joueur, parce que mine de rien, il a quand même fait une très belle saison rookie, même si c'est passé derrière la saison de Doncic. On se pose toujours la question de savoir comment est-ce qu'il va digérer son été. Est-ce que ça va être dur? Est-ce qu'il va se manger un mur? Lui, absolument pas. Il est encore plus fort, absolument pas. Il arrive, confiance totale, il tire derrière les écrans. Le défenseur lui laisse un demi-mètre, il prend le tir, il met. Donc vraiment incroyable. Et on est content qu'il n'y ait qu'une semaine de blessure pour qu'il puisse enchaîner et voir ce que ça va donner. Là où je te rejoins, c'est que quand on a vu la blessure, se dit, ah ouais, peut-être les ligaments de la cheville sont touchés, ça peut prendre plusieurs semaines. Il y a eu aussi la comparaison, regarde, on voit cette petite image, il y a aussi la comparaison avec Stephen Curry. On sait que Stephen Curry, avant de devenir le famer qu'il est, il a eu beaucoup de soucis aux blessures. Il joue toujours avec des grosses chevillères dans ses baskets. On a évidemment toute cette affiliation Trae Young, Stephen Curry. Là, c'est qu'une seule semaine, donc rien de grave. L'information quand même aussi de cette semaine, c'est que pour la première semaine de NBA, c'est lui qui a été élu meilleur joueur de la conférence Est, avec des victoires et avec des stats, mon pote, des 39 points, de l'impact en fin de match, des victoires. Je l'ai dit 2 fois, Jimmy 2 fois. Et voilà, il a été très fort. De manière générale, les gars, ces Atlanta Hawks sont plutôt kiffants. Regardez en ce début de saison. John Collins, taf, c'est une bonne équipe. On imaginait cette équipe un petit peu, pourquoi pas, surprise. On avait dit dans les previews. Mais finalement, les Hawks sont à leur place dans cette équipe surprise. Compliqué à jouer. Ouais, compliqué à jouer. Après, là où ils ont la possibilité de se montrer, c'est qu'ils sont dans la conférence Est. La conférence est très ouverte cette année, plus que jamais, on a envie de dire. Et donc, voilà, ils ont leur carte à jouer. Et donc, c'est vrai qu'ils font plaisir. On a envie de voir ce qu'ils vont donner par la suite. Jabari Parker est bon. On va juste citer son nom. Correct. Il est aujourd'hui, il est 3e marqueur de l'équipe. Il est bon. Il a plus de 11 points par match. C'est quand même un gars qui... Il est bon. Il est bon, t'as raison, mais quand on me dit Jabari Parker est bon à plus de 11 points par match, ça me fait quand même mal au cœur, tant qu'on attendait autre chose de ce mec-là. Il va falloir t'en remettre, Erwan, je suis désolé. Je suis désolé. Tu sais que je suis un émotif et qu'il me faut toujours beaucoup de temps pour passer à autre chose. Tu me connais maintenant. On parlait de John Collins, ça tombe très bien puisqu'on va en reparler dans les paris de Paris en Sport. C'est la séquence Paris. Alors, comme chaque semaine, on va essayer de vous faire gagner un petit peu des pépettes et parler évidemment basket parce que c'est ça quand même qui nous plaît le plus. Et Thomas, donc, comme la semaine dernière, les paris safe avec Thomas, on espère qu'ils le sont. Les paris un peu plus risqués avec moi parce que tu sais, Arthur, que j'aime bien vivre avec du risque. Je suis un mec qui prend beaucoup de risques, donc peut-être parfois un peu trop, qui sait. Et puis on aura la cote boostée évidemment. N'hésite pas à nous donner ton avis sur ça. Tout à fait. Alors on va aller sur la cote safe cette semaine. J'espère faire un peu mieux que la semaine dernière parce que si c'est safe et que ça passe pas, il y a un problème. Cette semaine donc, on va aller sur un match entre les Hawks et le Heat.
sachant que Trae Young est blessé, on l'a dit il y a quelques secondes, je ne vois pas comment Miami ne peut pas prendre ce match-là, sachant que Jimmy Butler est donc revenu, est d'ailleurs héros et le futur MVP de la Ligue. Donc je dis victoire à 1,40 pour Miami sur ce match-là. Je fais une deuxième cote simple entre les Nuggets et les Pelicans. Les Pelicans donc, ont perdu 4 fois déjà cette saison. Les Nuggets sont parmi les favoris de la conférence Ouest, malgré leur défaite face à Dallas. Je les imagine à l'extérieur aller chercher cette petite victoire, une cote à 1,70. Si vous jouez le combiné, c'est un petit combi à 2,38. C'est plutôt safe. Franchement, c'est safe. Pour l'instant, les Pelicans ne jouent pas trop mal, mais ne savent toujours pas gagner. Tout à fait. Arthur, ça te va, ces petits paris? Ça me va. T'as envie de mettre 10 balles là-dessus? 20 balles. 10 balles. Nous, on est sur 10 balles. À la Très bien, partie, très bien, on met 10 balles. très bien. On enchaîne avec forcément le risque un peu, l'agence tout risque, j'ai envie de te dire. Allez, envoie-nous tout ça à Barracuda. Alors moi, évidemment, je prends 3 paris parce que ça me démange. J'ai envie que mes 10 balles soient amorties. Je reviens aussi comme toi, Tom, sur le match entre les New Orleans et les Denver Nuggets. Et donc, je mets évidemment Denver. Les Pelicans, pour l'instant, n'ont pas gagné et ne savent toujours pas gagner dans cette équipe très jeune. Je vais pareil sur Atlanta. Miami, alors effectivement c'est Miami qui va gagner, mais je mets John Collins à plus de 19 points, parce que John Collins, dès là, on se souvient que l'année dernière c'était quand même le meilleur scoreur des Hawks, devant Trae Young, et surtout quand Trae Young s'est blessé, tout de suite John Collins, il a pris le leader au niveau du scoring, il a fini le match à 30 points face à Miami déjà. Donc voilà, John Collins évidemment va prendre ça, il a les épaules pour, il va prendre le leadership au niveau du scoring, donc je vois un John Collins à plus de 19 points et la cote est à 1,65. Pas mal. Ensuite, l'affiche, parce que c'est une affiche avec le bon début de saison des Spurs et le bon début aussi des Clippers. Victoire des Clippers de plus de 6 points. Je vois un match serré, mais je vois quand même les Clippers s'imposer de plus de 6 points avec un Kawhi Leonard qui a été mis au repos et qui sera forcément de retour face à son ancienne équipe des Spurs. Donc voilà, je prends ce risque-là. C'est pas non plus le risque du siècle avec une cote à 1,85. Le tout pour une cote totale de 5,19. Pas mal. On est bien? Pas mal. Pas mal. Et alors, c'est vrai qu'hier soir, donc, tu l'as dit, Kawhi Leonard a été mis au repos face au Jazz. Les Clippers ont perdu. Là, les Clippers sont à Los Angeles pour jouer face aux Spurs. À domicile, avec, on espère, des fans des Clippers cette fois-ci dans la salle, face à son équipe, son ancienne équipe des Spurs. Et après une défaite. Ça se tient d'ailleurs. Kawhi Leonard, on va le retrouver dans la cote boostée, puisque non seulement on a l'impression qu'il va être meilleur marqueur du match, mais on le voit à 30 points dans cette rencontre-là. Donc voilà, n'hésitez pas à y aller, hein, une cote de 3 pour Kawhi Leonard à 30 points sur ce match-là. Ça se tente, Arthur. Ouais, ça se tente, largement. Pas mal. Très à droite depuis le début de saison. Très adroit, très efficace. Il ne rate pas grand-chose dans Il est surtout très 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 fort. Si vous voulez voir tous ces matchs-là, on vous rappelle que sur Parion Sport, sur le site, vous pouvez regarder les matchs, tout simplement. Donc c'est un subterfuge pour aller regarder des matchs NBA. Il faut avoir 1 € sur son compte Parion Sport du coup, et vous pouvez regarder les matchs. Et regarder des matchs quand on a parié, c'est quand même un autre sport. Hein, tu transpires 10 fois plus. Tu transpires 10 fois ça. Et les Fantasy League, mon gars, tu regardes des mecs que tu n'as pas l'habitude de regarder. Mais donc du coup, c'est comme ça que tu deviens un expert, cher ami. Avant de passer à autre chose, comme tous les mercredis, nous avons une question que nous mettons sur les réseaux sociaux. Il y a eu un tirage au sort et ça a donné 2 gagnants. Donc 2 gagnants, la question hier c'était qui marquera le plus de points cette nuit en NBA. James Harden évidemment avec ses 59 points. Les 2 gagnants, on va vous envoyer un petit message sur Twitter et ensuite vous pourrez contacter Parion Sport pour récupérer tous vos biens. Donc c'est Lozano Hugo, tu as gagné, bravo mon cher ami. Et il y a El Noé qui a gagné. Tous les deux avaient mis James Harden hier soir comme meilleur marqueur de cette nuit. Parfait. On se retrouve la semaine prochaine pour des nouveaux paris et mercredi soir pour la question hebdomadaire. Et dimanche. Et dimanche, bien sûr, dimanche. Pour l'affiche entre les Pacers et les Bulls, c'est ça? Tout à fait. Bravo, les Bulls en brave galère, désolé mon Polo. Il y a une autre équipe qui est bien en galère, c'est les Warriors, et c'est l'occasion d'en parler dans le chacun sa team, dans le débat, appelez ça comme tu veux, on parlait des Warriors en tout cas. Finalistes les 5 dernières saisons, 3 fois champion NBA sur les 5 dernières saisons, les Warriors connaissent un début de saison catastrophique d'abord dans le jeu, et puis surtout hier soir, une blessure qui vient s'ajouter à celle de Klay Thompson, et ni plus ni moins que la blessure de Steph Curry qui est mal retombé sur sa main gauche et qui s'est fracturé la main gauche. On a les images comme ça dans le barco. Les Warriors sont à 1 victoire pour 3 défaites. Alors on va prendre le temps d'analyser tout ça, mais d'abord revenir sur cette blessure. Arthur, les Warriors déjà dans le jeu c'était cata, et là tu perds ton meilleur joueur.
On a l'impression que finalement la roue et même le chat noir est rentré dans le vestiaire. La roue a tourné, mais surtout qu'il y a un chat noir qui va à la muscu à Fitness Park bien gaillard. Jaguar, en fait. Ouais, un jaguar noir qui est rentré dans le vestiaire des Warriors. Ah non, c'est sûr, hein, on savait que de toute manière ça serait une saison un petit peu de transition entre le fait de perdre un de tes meilleurs joueurs, excusez-moi, Klay Thompson qui est un redoutable shooter, le fait de passer dans une nouvelle salle. Là, la blessure de Stephen Curry au niveau de la main, c'est complètement catastrophique. Ça fait mal lorsqu'on voit les images. Et puis on se demande en fait, on se dit qu'il y a beaucoup moins de talent cette année que les autres années. Hein, il y a moins de talent. Là, il y a moins de talent. Beaucoup moins de talent. On va y revenir, Steve. Alors, sur la blessure de Steph Curry, donc c'est une fracture de la main gauche. Heureusement, c'est pas sa main droite, sa main shooteuse. Sur l'action qu'on a vu un peu dans l'embarco, moi, alors je vais faire une petite corrélation peut-être qui ne vaudra pas grand-chose, mais moi j'ai eu l'impression en regardant le match hier que, en fait, sans dire que c'était inévitable, en fait cette action elle montre beaucoup de choses sur le jeu des Warriors. C'est-à-dire qu'il passe un mec, il y a une bonne aide, et plutôt que de faire quelque chose de kicker sur un autre mec, de chercher une passe D pour un grand qui s'ouvre, ce qu'ils ont toujours eu l'habitude, je pense à Javel Magui, je pense à Andrew Bogut, un mec qui est capable de sauter, et il voit Aaron Baines arriver et jouer le passage en force, bien joué Aaron Baines, mais il y va, boum, il le prend plein fer. Alors derrière, évidemment, c'est la faute à pas de chance, mais il fait quand même un soleil, sa main elle est par terre, et Aaron Baines avec ses fesses d'Australien, boum, il lui démonte la main, enfin, c'est un peu de pas de chance, mais ça montre que c'est pas le Steph Curry qu'on avait l'habitude de voir jusqu'ici, il doit énormément s'employer. Alors on n'a pas encore beaucoup d'infos qui sont sorties sur la gravité de la blessure, mais vous savez que avec la First Team, on a une nouvelle séquence qui s'appelle Good Doctor. D'ailleurs, vous avez été nombreux à nous dire que ça vous avait plu cette séquence. Ouais. Et donc forcément, Mustapha, ce matin, quand on a vu cette blessure-là, on l'a appelé, on a dit tu peux nous faire une vidéo, essayer de nous expliquer rapidement un petit peu la gravité et quelle blessure à Steph Curry. Voilà ce que nous a dit Mustapha, notre Good Doctor à nous, et docteur bien sûr, chirurgien du Paris-Levallois. Paris Basket. Bonjour à toutes et à tous, bonjour à toute l'équipe de la First Team. Ici Mustapha Boukaloua, médecin du sport, médecin du Paris Basketball. Alors Thomas Yarwan, j'ai bien reçu vos deux questions. La fracture du deuxième métacarpien de la main gauche de Stephen Curry, est-ce que c'est grave, est-ce que c'est embêtant? Alors est-ce que c'est grave? Je répondrai que non. C'est une fracture qui est amenée à consolider quoi qu'il arrive. Au moment où je vous parle, il n'y a pas une notion de la nécessité d'une intervention chirurgicale. Donc a priori ce serait une fracture pour laquelle une attelle suffirait. Est-ce que c'est embêtant? Je répondrai que oui. Car il y a les délais incompressibles de consolidation qui vont de 4 à 6 semaines. Je pense ainsi qu'il sera tenu loin de la compétition pour environ 6 semaines. Voilà, donc en résumé, Stephen Curry consolidera de cette fracture et reviendra très vite au niveau qu'on lui connaît. Par contre, une durée d'absence de 4 à 6 semaines risque d'être nécessaire. J'espère avoir répondu au moins un minimum à vos deux questions. Bonne journée à toutes et à tous. On est donc sur une blessure qui devrait éloigner Steph Curry au moins un mois et demi des parties. Au moins un mois et demi, ouais, c'est vrai que si on se fie au docteur en général, on parle de 2 à 3 mois, donc plusieurs mois. C'est mon docteur personnel Tom qui m'a dit ça ce matin. Mais évidemment, donc dans un début de saison catastrophique, vous avez votre meilleur joueur qui se blesse. Voilà l'information de la nuit. Et pourtant, on voulait faire ce débat sur les Warriors même avant la blessure de Steph Curry. C'est ça qui est dingue. Parce qu'on était inquiet quand même pour ces Warriors bien avant que Steph Curry se blesse. On rappelle un petit peu ce début de saison. Défaite contre les Clippers où ils ne voient pas le jour. Humiliation à Oklahoma City. Humiliation. Réaction vraiment face aux Pelicans avec Draymond Green intronisé en poste de pivot pour trouver un peu de spacing. On rappelle quand même que les Pelicans n'ont toujours pas gagné un match cette saison, même s'ils jouent bien, on ne va pas les accabler. Et derrière, avant que Steph Curry se blesse hier, ils sont à moins 26 à la mi-temps. Il y a un match où il y aura 30 points d'écart. Il y a 43-14 à la fin du premier quart-temps. Donc 43-14 pour les Suns. Et dans un 32. Un 30 à 2 à un moment, ils se mangent. Ils se prennent un 30 à 2. Ils mènent 19. Et il y a 43-14. Non mais certes, il y a eu Klay Thompson est blessé, Kevin Durant est parti, mais quand même c'est une équipe, on va le voir sur les 5 dernières saisons, qui était quand même une équipe incroyable, ces 5 dernières saisons des Warriors resteront dans l'histoire de la NBA par le jeu proposé, par les résultats, par les titres. Est-ce qu'on pouvait imaginer très vite, si vite, voir ces Warriors retomber comme ça dans une galère incroyable? Parce que là, on va pas se mentir, entre les résultats et la blessure de Curry et de Thompson, la manière, ces Warriors-là sont dans la merde.
Ouais, je pense que ce serait trop facile de dire qu'on pouvait prévoir ce début de saison catastrophique. On savait qu'il serait moins fort, qu'il y avait moins de talent, qu'il y avait pas mal de nouveaux jeunes, etc. Mais à ce point-là, peut-être pas. Donc après, il y a qu'une semaine. Mais là, la blessure de Stephen Curry, elle vient un petit peu confirmer les doutes qu'on avait sur cette première semaine. Et là, je pense qu'on est tous très inquiets, notamment pour savoir ce qui va se passer offensivement et défensivement. Parce que depuis le début, il tourne peut-être à 130 points encaissés. Cette nuit encore, c'est catastrophique. Ce qui est dingue dans ce que tu es en train de dire, c'est que la plupart des gens, nous en tout cas en plateau, tous les gens qu'on côtoie, des médias, des gens qui aiment le basket, on était tous d'accord pour dire que les Warriors allaient aller en play-off. Ah oui. Dès le premier match, on s'est dit wow. Deuxième match, attends, c'est plus grave que ce qu'on imagine. Ces stats mettent en valeur ce qu'on essaie de dire, c'est que en basket, ce qui est bien, c'est que tu dois défendre, tu dois attaquer. Donc attaquer, bah oui, quand tu as une bonne équipe, a priori, tu mettras toujours des points. Mais quand tu es la 30e, donc la pire équipe de NBA défensivement, tu ne peux rien espérer. Quand tu prends le top 5, top 6 des dernières équipes chaque année de NBA, bah, elles sont soit pas en play-off, je pense par exemple à Denver qui rate le coche, soit elles sont au fond du seau. Et là, on a une équipe qui défensivement, dans les standards défensifs qu'ils proposent, eh bien, font partie des pires limites, j'ai envie de te dire, de l'histoire, tu vois. 118 points de rating encaissés, 126 en volume. Mais attendez, en fait, si les Warriors sont venus pour jouer à la baballe sans talent, eh ben, fallait nous le dire à la base. Et ça, on pouvait pas le prévoir, t'as raison. Moi, dans ce début de saison très compliqué, on peut même qui a commencé pour moi déjà cet été par des choix un peu curieux, notamment le non-remplacement. On n'a pas anticipé que le banc allait être aussi catastrophique. On a fait confiance à des jeunes, certes, mais je crois qu'on a... Moi, je mettre des jeunes, c'est pas grave sur le banc. Il faut les développer. Je crois surtout qu'ils ont pris des jeunes très faibles. Et c'est en ça que moi, je me pose la question. Et on voit, regarde, les nouveaux arrivants. Donc, on a enlevé, évidemment, D'Angelo Russell, qui est un joueur All-Star supérieur. Là, on voit Eric Paschal, inconnu au bataillon. Glenn Robinson III, ça fait 3 ans qu'il a dû faire 68 équipes et pour prendre 3 minutes de temps de jeu. Omri Spellman, on l'a à Atlanta l'année dernière, il ne jouait pas, et d'ailleurs ils ne l'ont pas gardé. Alec Burks, plutôt un bon joueur sur le papier, qui a du mal à arriver. Willie Cauley-Stein, qui a beaucoup été blessé, qui hier a plutôt été bon dans le marasme face à Phoenix. Bon, non, il fait 5 sur 5, il met 12 points. Enfin voilà, c'est. Tu perds de 50, de 40, tu peux me dire que le mec a été bon. Il revient, il était blessé sur le début de saison. Ah ouais. Il revient, Jordan Poole, il est catastrophique. Et derrière, on voit Jacob Evans et Kobe Bowman, je sais pas comment on dit. Kai Bowman, je sais pas pourquoi j'arrive pas à le lire. Ouais. Donc voilà, il y a que. Je sais même pas si tu fais une équipe de Euroleague là-dessus ou de. Ouais, Moi, mon problème avec cette équipe, une équipe de Euroleague, c'est une équipe de G-League. Là, ce que je viens de voir, c'est une équipe de G-League. Alors, évidemment, là, ça fait une semaine, tu l'as dit, on sait jamais en NBA, ça se trouve que tout d'un coup, D'Angelo Russell va être incroyable, sans tour de moyenne, ils seront champions. D'ailleurs, petite dédicace à Apollo qui avait mis les Warriors champions, mais bon, c'était avant les blessures et avant de voir qu'ils étaient si nuls. Tu l'as dit, ils ont recruté des jeunes, des revanchards. Je pense à Alec Burks, qui est un vrai bon joueur de basket, mais qui à Utah malheureusement était tout le temps blessé. Il n'a jamais pu confirmer les bons espoirs de début de saison. Will Cauley-Stein, ce serait bien qu'il joue et qu'il ait un peu d'impact parce que sinon ils sont dans la merde. Le problème, c'est que si tu prends tous les joueurs de l'effectif, et j'inclus D'Angelo Russell, j'inclus Steph Curry, j'inclus Draymond Green, ils sont pas à leur niveau. Ils sont pas à leur niveau. Hier, avant le match, Steph Curry, il a 26% au tir à 3 points, alors qu'il en prend 10 par match. Draymond Green, en fait, c'est plus devenu un attaquant. Il peut plus jouer au basket et mettre des paniers dans. Alors, il fait un triple-double dans la victoire face aux Pelicans, mais gros, il envoie des airballs, il a plus son petit tir drop, il a du mal à s'imposer quand il va dans la raquette. Et D'Angelo Russell, il fait ce qu'il a toujours fait, c'est-à-dire que c'est un joueur de talent, mais pas de défense. Et j'ai l'impression peu de niaque. Et ça fait partie des interrogations aussi qu'on a sur cette équipe. Ouais, je suis assez d'accord. Et lorsqu'on regarde les 3 leaders que sont D'Angelo Russell, Stephen Curry et Draymond Green, on voit que le langage corporel, il est catastrophique. J'avais vu un match de pré-saison quand ils jouent contre les Lakers. Je voyais déjà les prémices. Draymond Green était très agacé. Des fois, il revenait pas trop en défense. Ça me faisait penser à LeBron James lorsqu'il était revenu à Cleveland et qu'il était avec celui qui est à Miami, mais je sais plus comment il s'appelle. Qui est à Miami bref, qui était à Syracuse. Le langage corporel. John Waiters. Ouais, John Waiters, et qu'il était complètement agacé. Et ça m'a fait penser exactement à cette situation-là. Alors qu'on n'a pas l'habitude de voir Draymond Green comme ça. Habituellement, il a la niaque, il essaie d'engager, de motiver tout le monde. Ouais. Là, c'était absolument pas le cas, et ça se confirme un peu sur le début de saison. Et je pense aussi à Stephen Curry, le match contre les Clippers. À un moment, il fait une faute offensive grossière d'agacement contre Patrick Beverley, et c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir chez Stephen Curry et chez ses Warriors. Ils sont plus dans leur zone de confort. Ils sont plus dans leur zone de confort, tout simplement. Et le fait d'avoir dominé la ligue pendant 5 ans et dominé la ligue outrageusement avec leur pourcentage de victoires
incroyable. Bah forcément, quand tu passes avec des coéquipiers qui sont un petit peu moins talentueux, une équipe beaucoup moins forte, bah tout de suite c'est frustrant et c'est énervant. Moi, quand j'entends toutes vos explications basket qui se tiennent évidemment, il y a un mec que j'ai envie de cibler, et c'est un mec qui lui aussi, dans son début de carrière de coaching, c'est Steve Kerr a eu du caviar. Donc il a eu beaucoup de talent. Il a mis des formes de jeu très intéressantes avec beaucoup de mouvements, du passing game, des mecs ultra talentueux. Mais jusqu'aujourd'hui, est-ce que c'est pas alors on voit ce qu'il dit déjà. Ce que nous avons fait lors de ces 5 dernières années n'était pas facile non plus, mais il y a une raison qui fait que ça a marché. Il y avait beaucoup de talent et beaucoup de gars qui étaient des joueurs de basket très intelligents. Petit tacle à ceux de maintenant. Maintenant, l'objectif, c'est d'aider ces jeunes joueurs à progresser chaque jour et créer une équipe et une identité pour commencer à gagner des matchs. Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, Steve Kerr, il a vécu quand même les 5 meilleures périodes de sa vie. On peut rajouter aussi qu'il a dit que ce qu'ils avaient fait pendant 5 ans, ils auraient jamais dû le faire. C'était une bulle, il a raison quelque part. Certes, c'était une bulle, mais aujourd'hui, le rôle d'un coach, c'est aussi dans le dur, c'est de se réinventer tactiquement, de peut-être resserrer, de mettre des formes de jeu un petit peu plus simples. Et toi, tu disais... ils ne peuvent plus jouer ce passing game, ce jeu sans ballon comme ils l'avaient fait par le passé. Donc plus peut-être aller sur du pick and roll comme beaucoup d'équipes font. Oui, clairement, parce que le truc, c'est que... On est d'accord, les joueurs autour de Steph, du trio là, ils sont beaucoup moins forts. Beaucoup moins forts, je pense même pas à KD, je pense à avant KD, quand tu avais Andrew Bogut, quand tu avais Iguodala qui était sorti du 5, Harrison Barnes qui a émergé, je pense à Maris Père, je pense à Monsieur Brésilien qu'on a vu tout l'été, qui me sort ça. Tu avais beaucoup de joueurs confirmés, intelligents, c'est vrai, capables de scorer et tout ça. Là aujourd'hui, tu as des jeunes joueurs beaucoup moins forts. À un moment donné, tu peux avoir le meilleur système de jeu offensif de l'histoire. S'il y a un gars qui est ouvert, qui tire et qui envoie un airball, bah ça peut pas marcher. Là, hier, je vois Glenn Robinson, mon pote, je me dis, bon joueur, physique, intéressant et tout, il est dans 5 majeurs des Warriors, il a des tickets shoot, il a un peu de responsabilité. Bah en fait, tu marques jamais un panier. Eric Paschal, il fait des trucs, je fais, wow, attends, wow. C'est vraiment des joueurs de G-League. Donc tu as raison, peut-être qu'il faudrait changer le style de jeu. Alors je disais ça avant la blessure de Steph Curry, c'est-à-dire revenir sur un jeu un peu plus basique. Je dis pas perdre complètement l'identité des Warriors, donc de la course pour Curry, il arrive encore à avoir des shoots ouverts et ainsi de suite. Il faut garder ça. Mais en fait, le basket aujourd'hui, c'est d'appuyer sur tes points forts. Quand t'as KD, c'est jouer l'isolation. Si t'as Anthony Davis, bah, c'est jouer aussi l'isolation, c'est jouer le pick and roll. Si t'as Stockton Malone, enfin j'en sais rien. Stephen Curry est très fort balle en main. Il faut qu'il ait la balle en main. Donc il joue des pick and roll. Il sera peut-être trappé, mais du coup ça ouvrira des passes pour qui? Pour Draymond Green en deuxième meneur de jeu. Donc il faudrait en fait ça ils le font, mais il faudrait le faire beaucoup plus souvent. C'est ce que j'essaie de dire c'est une structure d'équipe qui est plus resserrée et plus basique. J'ai envie de dire plus dans les standards de ce qu'on voit aujourd'hui. Ouais, bien sûr, je pense qu'il faut quand même laisser un petit peu de temps à Steve Kerr pour qu'il puisse mettre ça en place, surtout avec la mauvaise nouvelle de cette nuit. Il va falloir on a l'impression qu'il n'a pas anticipé ça. On a l'impression que... Après, ils prennent un trait dans la gueule, peut-être qu'ils n'ont vraiment pas anticipé. Hein. Très bien, mais j'ai quand même l'impression qu'en fait, quand ton équipe, quand tu perds KD, quand tu perds Iguodala, quand tu perds Sean Livingston, j'ai l'impression que moi, Steve Kerr, c'est un peu ce que je lui reproche, il n'a pas anticipé ça. Il n'a pas anticipé, tu parles sur les joueurs qu'il a fait venir ou sur le travail qu'il a fait avec l'équipe? Sur le travail avec l'équipe, dans ces systèmes, j'ai l'impression qu'il a voulu continuer à jouer avec... comme s'il avait encore... C'est normal ça, c'est ce qui a marché pendant 5 ans. Tu vas pas devenir une équipe défensive, tu es obligé de... Je te parle pas de devenir une équipe défensive, je te parle sur les formes de jeu, tu as le droit de t'adapter. C'est le premier à dire que maintenant qu'il a des jeunes joueurs moins intelligents aujourd'hui que ce qu'il a pu avoir par le passé, il avait le droit de s'adapter déjà. C'est aussi ça, la qualité d'un coach, c'est être capable de s'adapter à un nouveau roster. Ouais, non, je pense qu'il faut quand même lui laisser du temps. On sait que le training camp, c'est très court, ça va très vite, ils sont sollicités, voilà, notamment avec plein de nouveaux joueurs. Moi je pense qu'il faut lui laisser un petit peu de temps et puis voilà, comme je disais, le fait qu'il y ait la blessure de Curry, là par contre il va falloir qu'il fasse un vrai travail, que des joueurs parmi la liste des joueurs qu'on vient de voir, qu'il y ait des joueurs qui émergent et puis aussi peut-être aller piocher pour voir les joueurs qui sont disponibles. On a vu tactiquement face aux Pelicans, il avait mis Draymond Green en poste 5 pour gagner du spacing et ça avait très bien marché. Il joue les Suns qui sont pas non plus suréquipés sur le poste 5. Aaron Baines certes, c'est pas non plus, tu vois, pas Joel Embiid. Ouais, mais il a 12 points dans le premier quart-temps. Très bien. Et du coup, tu remets Eric Paschal. Tu commences avec Paschal d'entrée et tu remets Draymond Green en poste 4. C'est-à-dire que tu vas pas au bout de ton idée et tu t'adaptes déjà aux... Est-ce que c'est pas une forme de faiblesse déjà que les Warriors aujourd'hui doivent s'adapter aux Suns par exemple? Après, je sais pas ce qu'il s'est dit. Ça se trouve que Draymond Green a dit j'ai pas envie d'être 5 toute l'année et à 100% poste 5. C'est peut-être une réalité. Après, moi, ce que je vois, c'est que ce soit Draymond Green, que ce soit Paschal, que ce soit machin, et ben si t'es dans une configuration, on peut penser à l'équipe de France, si t'es dans une configuration où le pivot adverse
qui n'est pas un All-Star ou comme tu l'as dit Joel Embiid est aussi fort, c'est qu'en fait le problème il est clairement collectif. Aaron Baines, je te jure, hier il a des jeux ouverts, tchaf, il met dedans, il a des hooks, il a des petites passes D parce que Rubio est super fort. Ouais, mais parce qu'en fait, les extérieurs tiennent pas leur duel. Mais ça, quand t'as Steph Curry et D'Angelo Russell, c'est pas une surprise. C'est pas une surprise. T'as plus de poste 3 pour te poser sur les bons postes 3 de la ligue. Et tu n'as pas d'intimidateur dans la raquette, en fait. Tu peux plus jouer au basket. La NBA, normalement, c'est. Tu peux pas défendre en tout cas. La NBA, c'est quand même, je tiens mon duel. Bon, les gars sont super forts. Oh, heureusement, il y a Rudy Gobert qui vient derrière pour chasser les mouches. Là, il y a plus personne. Donc, il y a plus personne pour mettre des tirs. Il y a plus personne pour défendre. Putain. Là, Steve Kerr, il peut se réinventer. Hein. Ah, ils sont dépouillés. Ouais, ils sont. Alors, il n'y a plus personne, ils sont dépouillés. Et comme tu le disais, Arthur, il faut peut-être aller chercher des mecs. Et on a fait une petite liste un petit peu non exhaustive des mecs qui pourraient être dispo, qui pourraient peut-être rendre service à ces Warriors en grande galère. Dites-moi ce que vous en pensez. Jamal Crawford. Bah non. Joakim Noah. Ouais. J.R. Smith. Kenneth Farid, Iman Shumpert. Voilà, c'est une liste un petit peu de 5 mecs qui pourraient éventuellement, pourquoi pas, rendre service à ces... Parce qu'après, il n'y a pas grand monde. Hein. Ouais, mais parce que c'est. Il y a Joe Johnson, je pense pas que c'est. Il y a Carmelo Anthony, mais. Voilà, et évidemment Carmelo Anthony. Et donc ces gars-là, ils vont faire quoi du coup dans l'équipe? Ils vont. Mais moi, je te pose la question. Moi, je suis présentateur. C'est toi qui réponds. Bah, ils ont voulu Kellenstein dans l'effectif. Donc, ce serait bien que lui. Bon, voilà, il a joué 12 et 5, tu l'as dit. Ils reviennent tranquillement. Voilà, il va falloir qu'il revienne. De toute façon, il va falloir qu'il revienne. Joakim Noah, pourquoi pas? Pour ce qu'on disait, un peu d'énergie, un peu d'envie, un peu de défense, un peu cette Draymond Green. Ce serait marrant de les voir jouer tous les deux. Bon passeur en attaque, capable de faire des trucs quand il est bien luné. C'est le meilleur nom qui me vient à l'esprit. Mais bon, tous les autres. Ça n'a rien changé en fait. Non, oui. Jamal Crawford, ouais, wow. Jamal Crawford, Iman Shumpert, l'autre shooter, J.R. Smith. Ouais, J.R. Smith. Ouais. Ça emballe personne. Hein. Non, ça emballe personne. Ouais, c'est vrai que ça emballe personne. Tu disais, toi, Erwan, que tu avais envie de voir Carmelo Anthony, peut-être? Ouais, alors c'était avant la blessure hein, déjà que je pensais ça. Moi, j'avais envie de le voir. Je pense qu'ils ont quand même des soucis pour marquer des points cette année, même si c'est dans des matchs très élevés, donc ça fausse un peu la donne. Mais je trouve que leur attaque, elle est quand même beaucoup plus pauvre que ce qu'on a pu connaître par le passé. Et je parle pas. Forcément, il n'y a pas Kevin Durant, mais je parle juste dans les choix. Moi, j'ai envie de revoir jouer Carmelo Anthony. J'ai pas envie qu'il ait cette fin interminable. Et je trouve que ça serait plutôt pas mal. Pour moi, je signerais Joakim Noah. Et déjà, pour défendre, tu mets Green et Noah. Si tu disais que Green, peut-être, n'a pas envie de s'envoyer poste 5 toute la saison, ce qu'on peut comprendre, parce que ça veut dire qu'il laisse un jeu incroyable, tu peux envoyer Joakim Noah, qui a quand même montré de belles choses avec les Grizzlies. Et quand tu es pas bon en attaque et qui va te manquer Klay Thompson certainement toute la saison et Curry pendant au moins un mois et demi. Après, c'est pas tout hein. Tu signes pas 5 free agents comme ça, ça marche pas comme ça. Hein. J'imagine. Mais en tout cas, si tu peux associer Noah et Green, au moins quand des mauvais soirs défensifs et offensifs, tu peux envoyer 2 mecs qui vont avoir de la green et envoyer du bois. C'est pas possible de faire ça. Tu peux prendre un mec là. Tu peux prendre un mec, Noah. Noah, je prends Noah. Moi, ça m'intéressait d'avoir ton avis sur Carmelo Anthony, ce qu'il aurait pu apporter. Alors, avant blessure, enfin, t'as entendu les problèmes de l'effectif. Je suis pas sûr que Carmelo Anthony, qui a pas joué au basket depuis un an, avec il a fait quoi 7 matchs, 11 matchs à Houston, je sais plus, bref, très peu de matchs à Houston, avec une adresse Kata. C'est à Chicago qu'il était bon. Et Atlanta aussi, je crois. Atlanta pas mal. Non, celui que je vois le plus compatible, peut-être, là, on disait, il y a un manque crucial de personnes pour mettre des paniers, bah, ça serait J.R. Smith. Voilà, après, à voir dans quelle disposition il arrive, mais tout de suite, moi, je prendrais J.R. Smith. J.R. Smith, c'est vrai que maintenant, avec la blessure à Steph Curry, encore une fois, D'Angelo Russell va redevenir le meneur de jeu attitré de l'équipe. Le pick and roll, ça marche encore, la théorie du pick and roll, donc jouer pour lui un peu façon Nets l'année dernière, et pourquoi pas aller chercher un mec d'expérience, J.R. Smith, fort shooter, bon défenseur, en tout cas, l'année du titre. Il est capable, en tout cas. Un mec que tu peux mettre dans le 5 majeur voilà, dans cette équipe-là, parce que de toute façon, il faut des mecs. Ouais, il faut des mecs, un peu pétard ambulant comme... Moi, j'aime l'idée de J.R. Smith sur pétard ambulant. Moi, j'irais quand même sur Carmelo, puisque et on voit que ça marche. Quand Green joue en 5, tu peux envoyer le gros pépère en poste 4 pour mettre des pannes. Je l'aime beaucoup, je sais. Hein. Je sais que je l'aime bien. Mais Carmelo, c'est plus le... Ah non, mais attends. Je te demande pas de devenir Carmelo première option. Je te demande... Que Dieu nous préserve. je te dis juste que moi, j'aime Draymond Green. Et souviens-toi, quand les Warriors sont au top, sont champions, il n'y a pas si longtemps que ça, et qu'ils finissent avec Draymond Green en poste 5. Oui, non, mais je pense bien très bien. Merci, tu m'as dit ça comme si... Tu sais que là, du coup, tu allais me sortir une vraie info. Non, mais je te dis juste que, justement, lui mettre un poste 4 comme Iguodala était capable de faire, de mettre des pantons aussi. Oui, voilà. Oui, t'as raison, mais c'est pas ça le problème là. Là, le problème, c'est pas de finir les matchs, c'est de rester dans les matchs. Non, mais là, ils sont restés à Phoenix, 43 points en un quart à domicile. À domicile. Ils ont contre Phoenix à domicile 43 points. Frérot, tu signes Carmelo Anthony, je pense que c'est le pire message que tu envoies à l'histoire de la NBA, gros. Tu vois? En tout cas, alors ça, là, $1 milliard. Faut contents, les mecs qui sont contents. Oh là là. Non, mais... tu sais, tout à l'heure, tu disais, on a vécu une bulle historique les 5 saisons. Bah, la saison d'après, elle va être historique aussi. Hein.
Il y a moyen. C'est vrai qu'après, on va voir. Alors, la saison ne fait que commencer, mais c'est vrai qu'on peut très vite être les mecs qui ont fait des finales, les saisons d'après, tu vois, les pires saisons après avoir fait une finale. Dites-nous dans les commentaires, parce j'ai cherché tout à l'heure. Est-ce qu'une équipe qui a fait finale, sans parler de titre et tout, mais finale NBA, est-ce qu'il y a des équipes qui ne sont pas qualifiées en playoff l'année d'après? Ça doit exister. Les Mavs, non? Les Mavs, ils sont champions, ils se qualifient. Non, mais si vous l'avez dans les commentaires, n'hésitez pas à nous mettre un petit avis. On est très inquiet quand même pour ces Warriors sur le jeu proposé, sur les blessures. Aujourd'hui, tu es quand même privé de Klay Thompson et de Steph Curry. Le D'Angelo Russell va se retrouver de numéro 1 de cette équipe-là, avec un effectif, on l'a vu, jeune, mais surtout très peu talentueux. Un coach qui me paraît fataliste. Et surtout, la dernière question que j'ai envie de vous poser, on parle beaucoup de basket, mais finalement, est-ce que quand on a vécu 5 ans comme ça, avec 3 titres, est-ce que c'est pas compliqué psychologiquement de retrouver la grinta en fait? Bah non, si t'es favori. En fait, on aurait pu, quand ils ont le doublé là, ils prennent le doublé avec Kevin Durant, ou même l'année d'avant où ils se font sortir, ils ont ce regain d'énergie parce que Kevin Durant arrive. Donc tu gagnes 2 titres, t'aurais peut-être dû en gagner 3. On aurait pu se poser la question, t'as raison, si tout le monde était resté, peut-être que c'était l'année en trop. Non. Là en fait, il y a un peu de grinta, mais en fait l'équipe est pas bonne. Mais justement, en fait, avant même de penser à est-ce qu'ils sont dans un l'équipe est pas bonne. Non mais tu vois ce que je veux dire? Oui, l'équipe est bonne, mais Arthur parlait des attitudes de Draymond Green notamment et même de Steph Curry qui a toujours eu cette facilité-là. Mais là, avoir été l'équipe la meilleure, pendant un temps, peut-être l'une des meilleures équipes de l'histoire, c'est un autre débat, et se dire tiens, aujourd'hui on va se battre pour avoir une place en play-off. Est-ce que quelque part retrouver, c'est ça ma question, retrouver cette motivation? C'est dur de retrouver la grinta quand t'as pas les armes pour te battre. Quand tu remplis Bercy, qu'on te dit non, finalement tu vas aller chanter dans une salle polyvalente au Puy-en-Velay, c'est moins bandant. C'est ça les Warriors maintenant? Non mais là en tout cas aujourd'hui. Peut-être qu'ils étaient agacés parce qu'ils ont vu au training camp. Tu sais, il y a des réalités comme ça. T'arrives dès les premiers jours, ils se voient, ils vont manger, ils vont boire une petite pinte là dans le pub du coin. Tous les trois là, les Klay Thompson, les Draymond Green, les Steph Curry, ils se disent mais en fait putain on est dans la merde. Ça se trouve qu'ils se sont dit mais c'est chaud là. C'est chaud. L'équipe elle est vraiment pas ouf. Ouais. Et donc peut-être qu'après cet agacement vient de là. Mais quand on connaît Draymond Green, j'ai du mal à croire que le cœur est tellement. Si t'es agacé avec le vécu qu'ont ces mecs-là, tu tires les gens vers le haut. J'ai pas l'impression qu'aujourd'hui que ce soit Steph Curry et Draymond Green arrivent à tirer vers le haut. Alors, comment on imagine maintenant la suite des Lakers sur cette saison ou même les Warriors? Je pense qu'en fait, on avait tous un petit peu. On se disait, allez, ça va passer. Il leur reste 3 forts joueurs, 3 potentiels All-Stars. Ils vont se qualifier 6-7 ric-rac en play-off. Et on peut compter sur le retour de Klay Thompson pour retrouver un petit peu le basket qu'on avait vu les années précédentes. Mais là, en fait, ça s'écroule complètement avec cette blessure et avec tout le reste. Là, pour la suite, si c'est ta question, franchement, là, l'objectif, ça va être d'essayer vraiment de sauver des meubles. Je pense pas qu'ils vont tanker parce que ça reste quand même une franchise et avec des joueurs qui ont une mentalité, qui ont une super mentalité. Mais là, l'objectif, ça va être d'essayer de se rapprocher, je sais pas moi, des 40% de victoire peut-être, je sais pas. Moi, la suite, alors déjà, le programme, Spurs, Hornets, qui ont gagné hier contre les Kings. D'ailleurs, les Kings sont peut-être... Bravo les gars. Attends, j'ai pas fini. Spurs, Hornets, Blazers, Rockets, Timberwolves, Thunder, Jazz, Lakers, Celtics. Alors là, je suis allé jusqu'au 16 novembre. Combien de matchs ils prennent là-dedans là? Moi, j'ai peur. Combien de matchs ils prennent? Là, ils sont à 1 victoire et 4 défaites. Moi, je pense 3 défaites. 3 défaites. Moi, là, je te dise. T'es à 2-10. 0. Imagine, t'es à 1. Allez, tu vois, on est sympa, on leur donne un match. Allez, 2. Imagine, t'es à 3-10. Les Warriors. T'es dans le fond de la conférence Ouest. Aujourd'hui, l'équipe, elle est cata. Au moment où va revenir Stephen Curry, admettons à Noël, autour de Noël. T'as 20% de victoire. Mais qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce qui va se passer dans la tête des mecs? On a quand même beaucoup dit dans ce débat-là que l'effectif était très faible, qu'il y a un manque de talent, certes. Mais moi, je crois surtout que le front office, et il faudrait en parler aussi, je crois que cet été, ils se sont quand même clairement plantés. Sur quoi? Dis-nous. Sur les jeunes à qui ils font confiance. Tu m'expliquais en début d'émission qu'ils ne pouvaient pas faire autrement que prendre D'Angelo Russell via le sign and trade, mais qu'ils étaient un peu bloqués par des contrats. Il n'empêche que les joueurs ce qui a fait aussi leur force autour des stars, c'était d'avoir des joueurs de complément archi intéressants ou des vétérans bien sentis. Là, honnêtement, ils ont pris des charlots. Ouais, mais regarde, Erwan, et on en parlait un peu au début de la saison. Ils n'avaient pas le choix de faire autrement que ça.
Tu peux pas faire autrement qu'aligner cette équipe kata. Regarde, contrat max Steph Curry, contrat max Klay Thompson, énorme contrat de Draymond Green, et c'est qui le quatrième? J'ai un quatrième, D'Angelo Russell, du coup énorme contrat. Donc du coup derrière, t'es obligé d'avoir que des mecs au minimum. Ok. L'année dernière, Kevin Looney fait des playoffs de très haut niveau, il taffe et tout. Quel est son classement parmi les meilleurs joueurs des Warriors? Qui on met devant? Kevin Durant, Steph Curry, Klay Thompson, Draymond Green, Iguodala, dites-moi. Livingston, Quinn Cook même. Enfin, il est dans. Je pense qu'il en manque. Donc c'est le 7e, 8e, 9e meilleur joueur d'effectif. Aujourd'hui, il est 4e meilleur joueur d'effectif. Non, aujourd'hui, il est leader du banc. On attend lui qu'il soit leader de banc. Non, il est même dans le 5 parce qu'il est un peu pété. Il a un problème. je crois. Aliscio. Tu crois? C'est Aliscio, je sais plus ce qu'il a. J'ai vu passer. Attends, ce que je veux dire, c'est que tu peux prendre n'importe qui. Tu vois, au bout d'un moment, c'est des joueurs au minimum. Des jeunes, des revanchards, on l'a dit tout à l'heure. Mais si Kevin Looney passe de 9e meilleur joueur d'effectif à 4e meilleur joueur d'effectif, c'est pas bon signe. Bah ouais. Donc tu me dis qu'ils sont trompés, moi je pense qu'ils ont fait comme ils ont pu. Ils sont allés chercher D'Angelo Russell. Et d'ailleurs, dans la suite de la saison, moi, et je t'en ai parlé il y a quelques jours, mais c'était avant la blessure de Steph Curry. Moi, franchement, D'Angelo Russell, j'y crois depuis le début, j'y crois vraiment pas à leur association. Défensivement, c'est cata. Moi, je ferais tout pour aller chercher un peu plus tard dans la saison un ailier. Je sais pas qui proposer, les gars, mais un ailier ou un poste 4 très fort ou un pivot, j'en sais rien, mais en tout cas, un gars beaucoup plus fort que D'Angelo Russell. En tout cas, de son même niveau, mais d'un autre profil. Ça arrive. Je pense que cette saison-là va être une saison noire pour les Warriors. Vraiment, quand ça part comme ça. Il n'empêche que ils ont Steph Curry sous contrat, qui a que 31 ans. Ils ont filé le max à Klay Thompson qui va revenir. Et certains ont peut-être oublié, mais Klay Thompson est un joueur exceptionnel. Ils ont Draymond Green sous contrat, ils ont D'Angelo sous contrat. Donc ils ont des joueurs qui font partie des fondations de ces Warriors-là. Ils ont des joueurs qui ont de la valeur pour des trades. Tu l'as dit, on pense forcément à D'Angelo Russell, mais c'est un mec qui a une valeur marchande. Donc je crois que cette équipe pourra se reconstruire. Mais cette saison, j'ai peur que déjà, ils doivent faire une croix dessus. Et admettons, ça se passe très mal. Et l'été prochain, je sais pas, on peut imaginer que ça vole en l'éclat. Dans 2 ans. Non, moi je pense pas justement, c'est ce que je suis en train de te dire. Mais est-ce qu'on peut moi je pense qu'aujourd'hui il faut qu'ils fassent dos rond, parce que ça soit une saison cata et qu'ils aillent peut-être pas en play-off, ça serait un séisme NBA, mais on a déjà vu des séismes en NBA, mais je crois qu'ils ont quand même les fondations solides avec Curry en contrat, 31 ans, c'est jeune, Klay Thompson à qui ils ont filé le max, Draymond Green qui est quand même, c'est quand même des piliers. Je crois que moi, c'est... Non, mais c'est vrai. Je crois un pilier de barre en ce moment, c'est pour ça. Oui. Je sais pas, j'ai pas d'infos. Au vu de leur niveau sur le terrain. Voilà, mais en tout cas, je pense que cette équipe-là, cet été, j'espère qu'ils arriveront à faire ce qu'ils n'ont pas réussi à faire l'année dernière, c'est anticiper un petit peu mieux. J'ai quand même l'impression qu'ils se sont laissés porter par leurs 5 dernières saisons. Toi, tu en veux à Bob Myers et un peu, du coup. Un peu. Bah, tu as le droit, vu. J'ai du mal à croire qu'on puisse pas faire mieux que mettre des Eric Pachal ou des Mickey Moore sur. Mickey Moore. Mickey Moore, il avait les cheveux fous, là. Il avait les cheveux. Il joue au Real Madrid d'ailleurs. Tout à fait. Arthur, un dernier mot sur les Warriors. Non. On imagine un séisme de ne pas les envoyer en play-off avec les blessures. Ça devient clairement possible et surtout au vu du niveau de la conférence Ouest. Je pense qu'il y a aussi ça. Moi je suis très inquiet et depuis les toutes premières secondes du premier match. On en a parlé. Il y a 10 jours, je t'ai dit, waouh, ce que je vois là des Warriors, comme Mortal Kombat, ce que je vois des Warriors m'inquiète énormément. Et après une victoire, Draymond Green dans le 5, tu joues à domicile contre l'équipe que tu dois taper, tu prends 40, je répète parce que c'est un truc de ouf, 43-14 dans le premier quart-temps. Je suis très inquiet ça m'embête parce que c'est une des fortes places de la NBA depuis des années. Donc c'est un peu étonnant de les voir comme ça. On verra la suite de la saison des Warriors et honnêtement, vous l'avez compris, on est plutôt pessimiste. Dites-nous vous dans les commentaires comment vous voyez la suite des Warriors, même si on sait qu'ils ont quand même des cadres sous contrat, ils ont des mecs qui ont une valeur marchande et que on sait pas les Knicks non plus au niveau contractuel. On a parlé d'une équipe qui est en forte galère. Là, on va parler dans le focus d'une équipe qui va très bien. C'est les Minnesota Timberwolves que moi, j'ai mis en play-off. Moi, le seul. Vas-y, Polo, mets-moi des jiggles de la gueule, on te dira rien. Les gars, on avait envie de parler des Minnesota Timberwolves parce que ça marche plutôt bien cette saison. Hier soir, ils ont perdu leur premier match dans un match compliqué, houleux. Ils bagarrent entre Karl Anthony Towns et Joel Embiid, on va revenir tout à l'heure, mais pour l'instant, les Minnesota Timberwolves, ça marche plutôt bien avec un 4 en mode patron d'entreprise. En mode MVP, en mode j'ai envie de marcher sur la ligue et montrer que je fais partie des meilleurs à l'intérieur. Alors je pense que ce bon début de saison, il est effectivement dû au fort niveau de Karl Anthony Towns. J'ai trouvé
je trouve peut-être qu'il est un petit peu en sur-régime, notamment au niveau de l'adresse. J'ai vu ses stats à 3 points, il devait être à 60% sur les 3 premiers matchs. C'est clairement une stat qu'il ne va pas pouvoir tenir sur toute la saison. 3 sur 5 il y a encore avant de se faire sortir. 3 sur 5. Bon, alors hier, avant de se faire sortir, ils sont à moins 20. Ils sont quand même à moins 20, donc je pense qu'ils allaient perdre le match. Mais en tout cas, c'est clair que cette franchise, elle fait plaisir à voir jouer. Et aussi, Andrew Wiggins, qui est pas mal depuis le début de saison. Il a trouvé pas mal d'adresses contre Miami. Donc, clairement, c'est une équipe qui peut sortir du lot et accrocher les playoffs. Je pense qu'ils peuvent le faire. Les stats de Carl Anthony Towns, donc 4 matchs, malheureusement, avec un match tronqué. Mais il est quand même à 27,3 points, 11,5 rebonds, 4 passes décisives, 2,8 steals, 1,8 blocs. Alors là, oui, effectivement, il est peut-être en sur-régime. Je rajoute 54% au tir, dont un 52% à 3 points. Il est en tir 8 par match. Donc oui, on appelle ça un joueur en sur-régime, mais un joueur qui démarre de la meilleure manière. Alors, il est en sur-régime, certes. Il est peut-être au-dessus. Je suis même pas sûr de ça. Oui, le pourcentage, certes. Bah oui, moi, je crois que c'est quand même des gens, et je le dis depuis le début, moi, c'est des mecs, quand ils sont bons, et qui peuvent amener des équipes en play-off. Et surtout, ce qui est bien, c'est que Karl Anthony Towns est très bon. Et pour la première fois depuis très longtemps, chez les Timberwolves, on voit tout le monde à son niveau. Et tirer dans le même sens. Tirer dans le même sens. Et ça, c'est une grande nouveauté chez les Timberwolves. On avait vu quelques prémices la saison dernière. Covington n'est pas blessé, est plutôt bon. Et tout le monde, Jeff Teague, même s'il a eu des déclarations un petit peu bizarres, Jeff Teague est bon aussi. Wiggins est bon. Et du coup, ça fait que c'est une équipe finalement compliquée à jouer. Ils en prennent 20 face à la meilleure équipe de la conférence Est, invaincue, enfin même meilleure équipe de la Ligue en ce moment certainement. Donc en tout cas, ça fait plaisir de voir cette équipe de Minnesota qui, on se souvient, il y a un an, pile poil, c'était l'enfer avec Jimmy Butler, quoi. Ouais, non, mais complètement, t'as raison. Je vois les stats. Alors ça, c'est pas les ratings, c'est en volume, je crois, hein, chers amis. C'est ça. C'est ça. Donc voilà. Donc oui, ils sont dans le premier tiers de la NBA des deux côtés du terrain. Ça montre qu'ils sont dans de bonnes dispositions. Je pense à Jeff Teague aussi, qui a dit qu'il ne serait plus jamais le grand Jeff Teague. Et pourtant, pour l'instant, il est à 13 points, 5 passes décisives. On sent un collectif, on sent une hiérarchie aussi d'équipe. Faut rappeler que le fils Sanders, au coaching, c'est le plus jeune coach de la NBA et qu'il fait du très bon travail. L'année dernière, certes, ça s'était pas traduit par beaucoup de victoires en fin de saison, mais au moins on avait vu une équipe apaisée, une équipe avec une structure. Et Andrew Wiggins, c'est quand même à plus de 20 points par match, et il a cette tendance en ce moment à prendre, enfin en tout cas sur le troisième match, à prendre les choses en fin de match. Et c'est là qu'on les attend. T'as raison, c'est bien d'être dans les matchs, mais gagner, ça veut dire quand même, pour lancer une saison, ça veut dire quelque chose, ça traduit quelque chose dans ce nouveau roster. Ouais, non, c'est des joueurs, Karl Anthony Towns et Andrew Wiggins, à qui on a confié les rênes de la franchise assez tôt. On leur a filé du cash. On leur a filé du cash aussi, ils ont signé des gros contrats. Ils se sont aperçus que ça allait être un petit peu compliqué, notamment avec Andrew Wiggins, donc ils ont fait le transfert avec, on s'en rappelle l'année dernière, Jimmy Butler. Ça s'est pas très bien passé en termes d'intégration. Je pense que c'est la meilleure des réponses que pouvaient apporter les jeunes à la franchise. C'est vrai. De confirmer et de faire un bon début de saison. On vous fait confiance, on vous le rend du coup. Voilà, on vous le rend, vous faites le taf. Sexy, et en plus il a des bons arguments. Putain, ça c'est de la recrue. Petit mot sur le programme. Attends, programme, juste, il y a quand même Jared Culver qui a un très haut choix de draft. Il est à 3 points en 14 minutes pour l'instant. Josh Okogie est devant. Oui, mais voilà, c'est ce qu'on disait, c'est parce que tout le monde est bon au bon moment, donc forcément il y a un petit peu de concurrence pour notre ami sur le poste. C'est un rookie, on va pas. Je tire pas dessus, je dis juste qu'il est à 20% au tir. Ça reste le début de saison, il va trouver ses marques, notre ami. Est déjà on sait que c'est un bon joueur, notre ami Culver. Petit mot sur le programme, on sait que c'est important. Washington dimanche pour nos amis des Wolves, Milwaukee à Memphis, Golden State, Denver, Détroit, San Antonio. C'est jouable, hein, tout ça. Tu l'as taillé tellement vite que je ne sais pas qui ils ont joué. À Washington. Victoire des Minnesota. Oui, ils reçoivent les Bucks. Défaite. Moi, je pense qu'ils peuvent prendre. Parce que hier, j'ai vu quand même les Bucks exploser complètement à Boston alors qu'ils avaient le match en main, je comprends pas. Un plus 15 à Boston. Certes, ils explosent quand même. À Memphis, victoire. Golden State, je vois victoire. Denver, ça va être compliqué, mais en tout cas, voilà. Et après, à Détroit, je les vois prendre des matchs encore. Hein. Et si on sait que pour ces équipes-là, s'ils veulent tenter un coup, et moi, je les ai imaginés tenter un coup parce que j'espérais que Karl Anthony Towns fait une saison incroyable, c'est pour l'instant le cas. Il faut aussi faire un bon début de saison. On sait que pour ces équipes-là, milieu comme ça, rater le début de saison, après c'est trop dur de courir après la 8e place. Et sachant que des adversaires directs à la course aux playoffs sont Kata, donc les Kings, les Warriors, j'avais noté une dernière équipe. Là c'est bien. Et les Pelicans.
par exemple, ou le Thunder, tu vois, c'est des équipes comme ça qui sont à peu près avec eux, sont moins bons. Il faut prendre de l'avance maintenant. Donc il faut prendre de l'avance, tout à fait, absolument. Voilà, on a fait le tour sur ces petits Timberwolves qui nous enchantent en ce début de saison et ça m'arrange. Alors moi je suis désolé, on me fait des focus sur les Timberwolves, moi je suis là pour parler bagarre. Hein. Si on parle pas de bagarre, ça n'a aucun sens de faire cette partie. Attends, donc on avait fini. Laisse-moi retomber. Laisse-moi retomber. Tu sais très bien que mon surnom c'est Jean-Michel Mauvaise Foi. Donc on a fait le tour basket des Minnesota Timberwolves. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est cette pampe, cette bagarre, cette lutte entre Joel Embiid et Karl Anthony Towns. Très frustré hier. Karl Anthony Towns. Oh non mais attends, il y a une patate qui est partie à un moment, non? Ouais, bon. Mais Ça mouline. Bon, heureusement. Hein. Et alors, regarde, là, il y a un petit coup. Enfin, il y a une espèce de. Il y a des trucs bizarres. Il y a des patates. Ils ont été en confrontation. Ils ont été en confrontation directe tous les deux. Et Joel Embiid l'a martyrisé tout le match avec des prises de position d'une dureté. Il a vraiment eu envie de le punir et il a sorti un petit peu Karl Anthony Towns de son match. Et c'est ce qu'il a dit en conférence de presse après Joel Embiid. Il a fait c'est que du basket, c'est du jeu et j'adore rentrer dans la tête de mes adversaires. Ouais, notamment les pivots. Hein. On sait que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un pivot. Oui, c'est vrai. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un pivot dominer autant physiquement et offensivement que Joel Embiid. Avec le début de saison de Towns, on attendait tous ce match. Et ils se sont donnés à cœur joie pendant tout le match et est-ce que ça nous étonne vraiment Franchement, moi ça m'étonne si loin. Moi ça m'étonne exactement. Ça m'étonne de voir Towns aller si loin. Lui qui faisait nice guy et tout, là, il fait vraiment. Alors quand tu regardes bien ce qui se passe, ils s'attrapent les bras. Ils mettent du temps à se relâcher, on dirait une fin de mêlée. Et en fait, Embiid, il a un mouvement comme ça pour un peu le dégager. Et donc, du coup, ça part un peu en freestyle. Mais Towns, sur le principe, il n'a pas commencé le truc. Non, mais ils sont comme ça. Non, mais tu vois, on disait qu'Anthony Towns réalise un super début de saison qui prend clairement l'équipe sur son dos. Et ça fait aussi partie des attitudes. Bon, alors certes, là, ils étaient menés de 20 points, ils se faisaient un peu martyriser par Embiid. Mais ça montre que voilà, il a peut-être envie d'être un autre joueur qui ne se laisse pas faire. Plus méchant. Voilà, plus méchant. Que Ben Simmons a essayé de les travailler. Voilà. Alors ils sont potes. Je pense que c'était plus pour le plaquer, genre. Il a tapé au sol. On aurait dit du MMA. C'était assez bizarre. Clair. Et la réaction de Joel Embiid après, où il va voir Mike Scott, il fait des trucs genre man, tu vois des trucs comme ça cata. Ensuite ils sont éjectés. Il est là avec le public et tout. Je fais mais attends, il est complètement malade. Et ce qui est magnifique dans tout ça, c'est que ça se continue sur les réseaux sociaux. Il y a la mère de Karl Anthony Towns qui a mis des. Alors ça c'est vrai ça? Bah il paraît. Ouais, parce que moi je l'ai pas vu. Hein. J'ai bien regardé. J'ai fait le loop et la loupe canal. La mère de Karl Anthony Towns a mis des fucks à Joel Embiid. Mais en tout cas Joel Embiid derrière, vous savez qu'il adore aller sur Twitter pour démonter ses potes. Alors juste avant ça, si vous le voyez, mais il a dit exactement, je vous le fais en français, super victoire les gars, j'ai été élevé autour des lions, avec les lions, et un chat a essayé de me chauffer ce soir, donc il a rigolé, hein, donc voilà. Ensuite sur Instagram, Karl Anthony Towns est venu lui répondre, donc c'est à gauche tout en bas, that caption was a trash as your picture quality, donc c'est un régal, et la réponse de Joel Embiid, c'est toujours une meilleure qualité que ta défense ce soir, régalade, derrière ça continue, je vous fais la traduction vite fait, bien fait. Joel Embiid dit imaginez que vous êtes en train de perdre. Merci, c'est tout petit maintenant. Je suis vraiment dans la mouille. N'hésite pas à la remettre en plein pot, s'il te plaît, Polo, parce que je suis sûr, je vais mettre mes 2001 à la Dumbledore. 2000. Je sais plus où j'en étais. N'essayez pas d'utiliser cette photo pour. Je vais pas le faire. Vous lisez en anglais. Vous lisez en anglais. Bravo, une belle leçon bilingue. J'ai archi la flemme en fait. Mais en tout cas, on aime ce type de rivalité aussi, tu vois. Exactement. Et on a vu aussi Karl Anthony Towns sur son compte Instagram, mais Joel Embiid qui pleurait après le match 7 face aux Raptors. Donc voilà, on aime ça. Alors pas toutes les semaines. Non. Surtout que là, il n'y a pas eu de coup. Il y a vraiment, ils sont entremêlés. Mais en tout cas, ce début de saison. De manière générale, on voit du bon basket, on voit des gens se taper, on sent j'ai l'impression qu'il y a une page qui s'est tournée, la page des Warriors qui s'est tournée vraiment. Donc il y a plein de gens qui ont la dalle et les cartes sont redistribuées et c'est plutôt, on assiste vraiment à un début de saison plutôt très cool. Alors les bagarres, pas trop les gars, mais c'est vrai que quand ça se chicote un peu, voilà, c'est toujours cool. Oui, on aime Arthur, ça. Tu as été très bon jusqu'à là. Mais est-ce que tu vas être très bon sur le quiz? On va voir. Hein. On sait que t'es un mec de quiz, parce que dans l'écart avec nous, on rappelle qu'Arthur joue aussi avec nous à Malakoff et joue toujours à Malakoff avec un président. Back in the game. Avec un président exceptionnel. Et il est revenu à Malakoff comme LeBron est revenu à Cleveland. Hein, c'est vrai. C'est vrai. Nike et tout. Hein. S'il peut m'amener un titre, ça m'ira bien aussi. Tout de suite, c'est le quiz avec notre Tom Ciaravino préféré.
Me voici pour le quiz. On aurait dit, Quelle arrivée. on aurait dit tu sais, un mec en Fort Boyard, tu sais. Sur le trône. Ah, c'est clair. Bon les gars, vous êtes chauds? On est chaud. Là, je vous ai préparé un petit quiz. Et j'ai toujours du mal à dire ce mot. Ah ouais. On va commencer avec des énumérations. Très bien. Alors les gars... Moi, en une syllabe, t'as du mal à le dire. Ouais, mais c'est le Mais faut arrêter, ouais, Non, ouais. c'est le comme quick. En fait, Ah j'ai non, du mal. mais non, ouais, d'accord. j'ai un petit problème avec ça. On va commencer avec des énumérations. Il faut que ça aille vite. On va commencer avec les Rookie of the Year. Depuis 2019, mais je les veux dans l'ordre. Depuis 2019. Dans l'ordre. Non. Ah, tu peux les C'est-à-dire rookies de l'année dans l'ordre. Et le premier qui se trompe est éliminé. C'est celui qui arrive à la fin. De 2019, Ok. décrescendo. C'est Alors, ça. Dans l'ordre, t'as un chien. Arthur commence. Arthur commence, c'est l'invité. Putain, dans l'ordre. Luka Doncic. Bien joué. Putain, gros, c'est super dur. Ben Simmons. Oui. Ah, c'était pas moi, là Ah si, bah si. Bah, c'est pas grave, c'est pas grave. Ben Simmons, c'est pas, mais non, on fait Ben Simmons. C'est qui après Ben Simmons? Eh, tu sais que. Il y aura 3 catégories pour. Je sais Voilà, que t'allais là. un peu vite. C'est le rookie 2017. Mais c'est dur dans l'ordre en fait. Rookie 2017, c'est un peu Laisse-moi trouver. Rookie 2017 l'année Ah, où si, je l'ai. Embiid est blessé Tu dois cette l'avoir, année. C'est pas Tu dois l'avoir, Erwan. Ah oui, c'est. Un mec qui a plus de 10 passes. Allez, En ce 3 moment. seconde. Un mec qui a plus de 10 passes Deux. de moyenne en ce moment, dans la Un. conférence Est. Allez, éliminé. Ouais. Allez, Arthur, à toi. Le rookie 2017. Moi aussi, C'est une année où Embiid est blessé, donc c'est un peu à. Ah, Brogdon. Ouais, Ça va, ouais. je le ça va. Brogdon, Michael Brogdon. Bon, allez, on enchaîne. Mais attends, donc ça veut dire. Mais ça va, ça c'est Ouais. dur. Frérot, t'as vu, je t'ai dit, attends, je te donne des indices. Ouais, là. ouais, mais beaucoup tu peux pas. d'indices quand même, hein. Non, c'est trop de la triche. Donc du coup, ça. Eh, N'oublie pas que t'es à ma place, hein, d'accord? C'est à toi, Arthur. allez. Vas-y, Arthur, 2016. enchaîne. Carl Anthony Towns. Oui. Attends. 2015, donc draft 2014. 2014, c'est avec Andrew Wiggins, c'est tout. Oui. Ok, donc 2014. Donc draft 2015, Andrew Wiggins. Ah putain, Thomas. Alors, Avec Andrew Wiggins C'est archi dur. c'est bête parce que t'es vraiment pas loin quand on parle. Ah bah ouais, attends, l'année avec... Ah mais c'est super dur. Attends, avec Andrew Wiggins. Donc c'est l'année avec je sais plus, Bon, allez, 3 secondes. Hein. Jabari Parker et 3, 2, non, je sais pas. 1. Ok, on Putain, passe. j'ai oublié. Erwan, tu l'as? Tellement pas. Mais Je l'ai. Vas-y. Andrew Wiggins. Oui, bravo, Andrew Il est Wiggins. rookie de l'année? Ouais. Attends, pourquoi tu me le sélectionnes pas alors du coup? Mais parce que t'es là, tu dis. Frérot, le c'est mot la est sorti. franchise. Oh non. Ah ouais. non. Ah non, je suis dur, mais il faut être juste aussi. Attends, t'as dit. En plus, tu me dis t'es vraiment pas loin. Je me dis que c'est le gars. Moi aussi, je cherchais un truc. Allez, 1 point pour Arthur. T'es 4 encore. On enchaîne avec les 6e hommes. Et Dans l'ordre encore? ouais. Oh, t'es cher, tout le monde. Eh oui. Dans l'ordre. Eh, le but, c'est qu'on se kiffe ici, là. Allez, les gars, on n'est pas dans le Non, kiff là. Non, mais pourquoi tu nous as pas fait les trucs? Non, bon, bref, vas-y. C'est Erwan qui commence. Lou Williams. Oui. Lou Williams. Toi, t'aimes pas Alors, en l'ordre. fait, tu veux le deuxième à chaque fois, quoi. T'aimes vraiment pas l'ordre. Bah, en fait, je me dis, t'as portable, tu vois, ça se tient. Hein. Ah oui, c'est vrai. C'était juste comme ça pour que Ok. ce soit un peu plus vivant à la réelle. Eh ben, c'est Make bien. sense. C'est pour Polo. Hein. Vas-y, Arthur. Jamal Crawford. Non, c'est faux. Alors, t'es Éliminé. C'est quand l'année dernière vous pas êtes obligé de prendre cet air mesquin, hein. Éliminé. On est en quelle année là? Là, on est l'année 2016-2017. C'est un arrière. Mais on l'a déjà dit, non? Non, on a fait 2 fois le Williams. Ah, c'était pas Du lui. coup, c'est juste avant. Polo, il a dit facile. Ouais, mais en régie, c'est Ouais, toujours facile, hein. Il est facile. Shooter à 3 points. J.R. Smith. Et non. Quel corver, j'en sais rien, moi. J.J. Redick. Non. Bon, Erwan, tu l'as pas? Attends, laisse-moi un peu réfléchir. Un 6e homme, shooter à 3 On points. aurait pu mieux le faire dans l'histoire indépendamment de l'année. Ah, mais ça aurait pu être un peu long. J'ai voulu aller un peu J.R. vite. Smith. Non, mais ça va vite. Non, c'était Eric Gordon. Ah oui. Ah Ouais, les bah oui, gars. oui, bah oui. Ouais, Maintenant que tu le dis, hein. Bon, allez, N'hésitons pas à refaire ce quiz un jour, hein. Ouais. allez, on termine. Ce sera peut-être un peu plus simple. Les MIP. Dans l'ordre encore? Et dans l'ordre. Et c'est Mais c'est super c'est la dur. dernière énumération, les gars. On donne un peu du chien, s'il vous plaît. Erwan, toi. tu commences. C'est Siakam. C'est Siakam, c'est ça. Thomas, c'est à toi. C'est tellement dur. J'en ai aucune idée. Yanis. Non. Non, Giannis, c'est l'année juste avant. Bah, je suis pas loin. Allez, je te laisse une petite chance. Donne-moi un indice, s'il te plaît. Blessé en ce moment. Derek Rose. Mais il est pas blessé. Un blessé en ce moment. MIP qui est devenu franchise player à l'Est. Oladipo. Oladipo. Wow. Donc Giannis, donc on passe au suivant. L'année 2016. Année 2015-2016. 2015-2016. MIP. Deuxième joueur de sa franchise. Gros scoreur. Souvent très fort en playoff. Middleton. Non. Non. Bon allez, on passe à Erwan. Vas-y, tu l'as. Mais si, il a donné un super indice. Fort en playoff, deuxième arrière scoreur. Gros scoreur. À l'Ouest.
sur un petit marché. À l'ouest, rien de nouveau. Pour les Non, mais vrais attends, littéraires. non, j'étais en train de me dire qu'on est vraiment catastrophique là. Ouais, mais c'est dur. Merci, moi, Tom, hein. moi, c'est dans Ah, mais l'ordre. je suis Moi, des d'accord. MIP, je t'en donne des millions, mais. Je vous mets pas à votre avantage. Non. Non, mais Allez, je son te le dis. prénom, c'est 2 lettres. Ouais. À l'ouest, deuxième arrière scoreur, deuxième scoreur de Ah, son vous me équipe. stressez. En playoff, il est fort l'année dernière. vous me Il stressez. passe 2 tours. Vous me stressez. Il passe 2 Je sais tours. pas. Mais- Bon, vas-y. McCollum. McCollum, Ah, bien CJ sûr. McCollum. McCollum. Eh ben, le point va à Thomas. Eh ben, ce fut non pas fameux, Oh, je- mais au moins on a Non, participé. mais attends, moi, mec, ça fait Je 3 sais. ans qu'on fait des quiz, jamais on nous a mis dans le dur comme ça. En fait, j'avais peur que ce soit un peu trop Ah, long ouais. dans toute Mais c'est pas l'histoire. grave. Autant, alors, on vous donne un conseil comme ça, mais fais une énumération longue, mais tu vois. Je prends le conseil. Ouais. Merci. Je prends le conseil. On va aller Bah, sur mon des gars, choses plus simples. On va aller Sciences sur Po, le truc. des qui-est avec des photos floutées, évidemment. Ah, ça c'est mon jeu préféré. On y va, c'est parti. Le premier est facile, c'est toujours. Garnett. Garnett. Voilà. Ah, et c'est spécial Minnesota, j'ai oublié de vous le dire. Ah, Ah ouais. Garnett, c'est chez moi. C'est chez Erwan. Marbury. Terrell Brandon. Non, Aucun des deux. aucun des deux. Sprewell, non Une légende. Numéro 4 en 2001-2002. Marbury. Non, c'est pas, il est pas de Non, une 2001-2002. légende plutôt d'une autre franchise. Billups. Voilà, Ouais, c'est celui-là, bien joué. Bravo. 2 points pour Erwan. Shersbiak. Herbiak. Non, Kevin Love. non. 32. Ah. Euh, Ah. Passé par Indiana, Chicago, Ah non. entraîneur. Heuberg. Heuberg. Ah, il n'est pas venu. Putain, lui, je veux plus le voir, lui. On voit pas. Serbiak. Serbiak. Oui, Ah, bravo. Ah, je voyais pas. Chez Erwan, Pas le numéro ça fait 0. C'est pour moi. Non, c'est Arthur qui C'est l'a. Arthur, dit excuse-moi, avant. tu as la même voix. Ou Sprewell. En Oui, même temps. c'était qui là? C'est Ouais, les deux en Erwan. même temps. Olao Candy. Arnaud Candy, numéro 1 draft. Ellis, non Ellis, oui, Mtalis. Non, 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 non. Elisa. Non, mais non. Non, un joueur qui est passé par énormément de Mike franchises, qui arrive jamais à s'installer, mais qui est toujours performant. Bisley. Oui. Ah ouais. Cette saison, il est très Ouais. fort en début Ouais. de saison là. Il a presque 20 points de moyenne. Oh là. On dirait KJ de loin, mais. Non, pas, Draft de 2004, pas de numéro. 15e position. Keon Clark. Non, c'est pas du tout. Josh Smith. Il jouait à Charlotte, Indiana, il n'y a pas si longtemps en NBA. Il a pris sa retraite en 2018 du côté de la Chine. C'est la famille. Polo, il a dit c'est la famille. C'est qui ça? C'est dur, il a pas le numéro. Surnommé Big All. Al Harrington. Ford. Alors Ford. Non, Al Harrington. Non, Au- un Al. Al Jefferson. Al Jefferson, merci. Wow, son Ah ouais. Oh là là. Oh, il est Ouais, trop ouais. fin, là, il est tellement fin. Il est fit de fou là. Ah ouais, Et il le est fit transfert, il est incroyable. transfert avec Boston pour KG, ouais. Oh là là, ouais. Sam Cassell. Oui, Sam Cassell. Bien joué. Allez, vas-y. Ou Doug West. Oui, Doug West, bravo. Capitaine. Ça, c'est les cartes. Ouais, de ouf. Fredette. Il y en a 2 à trouver. Non, Leitner oui, Christian Leitner. et Tom Gugliotta. Oui, Ouais, bravo. Il était Bravo, lourd ce maillot. bravo, là. bravo. Il était lourd ce maillot. Bravo. Marbury. Oui, attends, Erwan, c'est incroyable. ce qui Ouais, se j'ai le passe. seum. Bravo. Tu as vu le quiz ou quoi? Oui, Gigi Ah ouais, Barrea. Barrea. Il y en a Tyus Jones. Tyus Jones. Ça bouge de- On arrive sur la Attends, on est fin. à combien? Tu peux nous dire à combien on est? Bien sûr, On est on est passé à 9 points pour Erwan, à 7 points pour Thomas, Ok. à 3 points pour Arthur. À quel moment ça vaut double? Comme les ballons de fin de Jamais. rack. Peut aller le dernier Les parce fins que de je rack. l'aime bien le dernier. Voilà. Et là, il en reste Anthony 2. Towns. Il en reste 2. Taj Gibson. Turieff. Oui, Ah, bien bien. joué, bien Je joué. Pardon. J'avais Je oublié. fais tout le temps barber avec Ronnie, quoi. Allez, le dernier qui vaudra triple. Montalis. Pekovic. Non. Non. Un joueur universitaire très Merci fort. Polo, merci. Mohamed. Non, je sais, Williams. Derek Derek Williams. Draft Non. 2007. Surtout un joueur de banc, fin de carrière. Passé par Denver, Houston, OKC, Ah, je l'ai. Martin. Oui. Non, 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 Los non. Angeles, Non, non. Lakers. Butler. Non, non, Brouwer, Corey Brouwer. Oui, il a gagné un Mais attends, cheveu en plus enfoiré, va. Mais comment il peut. Il est moins noir normalement, il est plus noir, non? Mais c'est la light. Ah ouais, Je pense bah qu'il y a un ouais, petit problème vraiment. de light. Bravo Erwan, Il tu as dominé haut la main. 50 points, 50 points, je vous Oui, rappelle. 50 points. Que sur des lay-ups. Que sur des lay-ups en contre-attaque. On va passer Bravo, ouais, ouais. au qui suis-je. Le qui suis-je qui vaudra 25 points. Ah, rien que ça. Je nais le 29 juillet 1979, j'ai donc 40 ans. Je suis nommé joueur de l'année en Division 2 de NCAA, dans la fac de Shaw. Vous connaissez Brian ça? Je reste un joueur de seconde zone, c'est pourquoi je ne suis drafté qu'en 42e position de la draft 2002 par les Bucks. Je reste une seule saison à Milwaukee où je n'aurai pas vraiment ma chance,
14 matchs et une moyenne de 4 minutes sur le parquet, je ne peux pas réellement montrer mon potentiel. Je n'inscris que 2 points de moyenne. Arthur, si tu trouves là, t'es vraiment le meilleur. Hein. Par chance, je suis envoyé en milieu de saison à Seattle. Stone Mason. La saison suivante, je profite de la blessure de Ray Allen pour montrer tout mon talent offensif. Ça Résultat, marchait, les Stone Mason. Hein. 82 matchs joués, 18 de startés, Emmanuel Davis. 24 minutes en moyenne pour 12,4 points, 2,5 rebonds, 2,5 passes. Je suis moins flamboyant l'année suivante avec 7 points de moyenne et je suis échangé du côté des Cleveland Cavaliers contre Mike Wilkes et du cash. Dans quelle année là, tu nous as dit 2003, 2004. Ouais, On est en 2004 là. Il a joué avec LeBron. on est en 2004. Bien sûr, il a joué avec LeBron. Davis. Au cours de mon bref séjour avec les Cavs, j'atteins des sommets dans ma carrière dans presque toutes les catégories. Lors de la deuxième moitié de saison 2005-2006, je starte 25 matchs, prenant le poste arrière dans le 5 de Bobby Cleveland, Gibson. aux côtés d'un certain LeBron James. Quoi Je joue 36 minutes par match, pour 13,5 points de moyenne. Pavlovic. Je ne ferai jamais mieux de ma carrière. Je refais une pige à Seattle avant de partir du côté de Détroit pour 2 ans. Les Pistons me récupèrent pour améliorer leur profondeur de banc. Je suis utilisé comme backup de Chauncey Billups à la main ou comme backup de Richard Hamilton sur le poste 2. Quoi Un combo. 69 Oh matchs, putain, je l'ai. 18 fois dans le 5 pour 6,7 points. Ah, Finalement, je reste un joueur de rotation et la saison suivante, après 19 matchs à jouer à Motor City, je pars du côté d'Indiana alors qu'on m'attendait chez les Clippers. Finalement, mes dernières années en NBA restent dans mes standards. 3 ans, 4 franchises, Indiana, Atlanta, Charlotte, Chicago pour environ 11 points de moyenne. À 31 ans, je ne trouve plus de franchise pour rebondir en NBA. Je m'envole donc en Europe. Je joue en Ronald Murray, bravo! Ça fait 5 minutes que je l'ai. Bravo. Putain. Bravo. T'as une petite photo normalement. Ronald Murray, la famille. Pas cadeau, hein. Ronald Murray. Merci à Bravo. Steph. Merci à Bravo, Steph. Steph. La Bravo, demande. Steph. Ronald Murray. Putain, je l'ai depuis 5 minutes. Ronald Murray, c'est chaud, hein. Je m'en souviens tout à fait de lui. Bah oui. Mais je me souviens de lui à Atlanta et 11 tout. points par match. Ouais, Pas lui à Cleveland. Je me souviens pas de lui à Cleveland du Ouais. tout. Flip Murray. Ouais, Ronald Flip Murray. Ouais, Flip Tout à Murray. fait. Flip Murray, la famille. C'est pas lui qui avait pris un contre démoniaque de Shannon Brown. Ouais, de Shannon Brown. Lui, je crois que c'est lui. Je crois que c'est lui. Possible. Et il y a faute, mais le contre, Ouais, il il y est a faute de arbitre, il y a personne. Ouais, c'est ça. Flip Murray. Bravo, Tom. Bravo. Merci. Ouais, les gars, je ferai un peu moins dur la prochaine fois. Non, mais mais c'est bien. bien, mais il faut qu'on fasse dans le désordre, gros, parce que sinon, Ouais, dans l'ordre, j'avoue. on n'a même pas fait 4. Hein. Du coup, Thomas, tu as gagné avec 32 points d'avance. Ouais. Donc bravo. C'est qui a gagné la semaine dernière? C'est toi déjà avec. Et voilà. Erwan, j'ai la Victoire couronne, de hein. Alors que je l'avais trouvé. Putain, mais moi, je vieillis terrible. En fait, je perds vraiment beaucoup de Arrête, t'es mémoire. super fort parce qu'il te fait pas quel fact, t'es largement plus fort. D'ailleurs, dans les commentaires, si vous le savez pas, on a oui. fait un truc incroyable. Erwan a trouvé direct quelle est la fac de Ken Bazemore. Je vous le laisse comme ça, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous l'avez vraiment. Mais bravo Erwan, hein, il me l'a sorti direct. Je l'ai trouvé comme ça. Voilà. Je te laisse finir. Il est arrivé beaucoup plus vite que Ronald Murray. Ronald Murray. Ouais, c'est clair. C'était quoi le mec la semaine dernière? Aucune idée. Si, le shooter de Austin Day. Austin Day. Austin Day. Non, je vais te laisser finir. Dis qu'on se retrouve lundi. C'est bien, c'est un travail pour dimanche. toi. On est dans la formation. On se retrouve dimanche pour la petite séquence Paris en Sport. On se retrouve lundi Allez, pour une nouvelle Bien vidéo. sûr. Eh ben, écoutez, on se retrouve dimanche pour les paris sportifs. Tout à fait. On va faire une petite pastille qui va être très sympa. On se retrouve également lundi pour parler NBA, mais aussi pour parler des prospects. Tout à NBA fait. avec envergure, avec les copains d'envergure. Donc voilà, suivez-nous sur les réseaux et puis voilà, vive la NBA. Bravo. Bravo. Tom.